Nous sommes aujourd'hui au SAMU Social International dans ses locaux et moi je suis le docteur Xavier Emanueli et j'ai été un des fondateurs et je suis le président d'honneur désormais du SAMU Social International. Je voudrais présenter mon ami Louis Joël que j'ai connu étudiant mais qui depuis a fait son chemin puisqu'il est professeur et chef de service à Amiens en psychiatrie. Le but de notre rencontre, c'est de présenter un système, en quelque sorte, très original, qu'il a inventé avec son équipe, dans son service, sur une aide pour le médecin, mais aussi pour le malade. On commence par le psychotrauma, et ensuite, il explique comment, en dénouant la parole, je veux dire la parole intérieure, aussi étrange que ça paraît, la parole qui ne sera pas dite, qui ne sera pas prononcée par le malade, mais qu'on va aller chercher, et la parole qu'on va faire venir aussi spontanément, mais qui, elle, sera exprimé. On voit bien le défi qu'il va poser pour délivrer la personne après un traumatisme violent de son psychotrauma et en prenant une méthode extrêmement originale au plus profond du cœur, de l'inconscient de la personne. Ce qui m'intéresse, donc moi, Louis Joël, qui suis effectivement médecin, psychiatre, professeur de psychiatrie, mais qui ai commencé aussi mon parcours de médecine par de la médecine d'urgence et avec une attention complète à aider les personnes qui expriment une souffrance et qu'on essaie de comprendre ce qu'elles peuvent manifester et qu'on soit en capacité d'aller chercher de l'information et de l'information utile avec une volonté d'être dans une démarche qui soit active, que certains pourraient dire proactive, pour essayer vraiment d'apporter un mieux-être après l'intervention qui va être faite et que le psychiatre, comme les autres médecins, soient dans cette démarche d'être vraiment dans la précision de l'action et dans une écoute qui doit être constructive dans ce qu'on va aller chercher. C'est vraiment ce qu'on a développé ici et qu'on va discuter et j'en suis très heureux et très honoré. Et l'élément nouveau de ce qu'on apporte dans cette réflexion, c'est d'aller de façon plus précise dans une écoute du langage. On dit souvent en psychiatrie, il faut parler, il faut s'écouter. Et dans les cursus classiques, on apprend très peu sur le langage, alors que j'ai découvert depuis quelques années en travaillant notamment avec Mathieu Guidère et une équipe de linguistes et de chercheurs, que le langage est une source d'information si on est en capacité de pouvoir identifier, comme on le fait dans les autres parties du corps, on va chercher vraiment le détail des symptômes et comment ce qu'on va recueillir comme information va nous permettre d'identifier des marqueurs qui vont nous servir après dans le psychotrauma, qui a été le point de départ de ce travail, quoi. Juste pour l'anecdote, on est ici à quelques mètres ça date de décembre 96. De décembre 96, un attentat ici à Port-Royal et la notion de traitement de psychotrauma était déjà en route puisqu'on l'avait redécouvert avec l'immense psychiatre des armées qui était Louis Croc et qui a été mon maître. Et il a été le premier praticien en quelque sorte sur les lieux de cet attentat. Et c'est pour ça que c'est assez curieux qu'à travers le temps, on se retrouve sur les lieux de sa première intervention à quelques mètres d'ici. La deuxième chose que je voulais dire et qui sera dite au fur et à mesure de son exposé, c'est que on se demande l'intelligence artificielle, c'est le meilleur, le pire, mais tout le monde en a peur, tous les praticiens. Les médecins disent mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver avec l'intelligence artificielle?
Or voilà qu'un psychiatre, je sais que les psychiatres sont conservateurs, je ne dis pas ça pour toi, mais les psychiatres se jettent dans le grand bain, si j'ose dire, et se servent de l'intelligence artificielle comme un outil de travail, un outil diagnostique et un outil thérapeutique. Voilà une forme extrêmement intelligente d'introduire l'intelligence artificielle dans la pratique quotidienne des médecins et en plus des psychiatres. Et donc ça c'est la deuxième chose que je voulais dire et qu'on redira au fur et à mesure. Et puis la troisième chose, on en avait déjà discuté, tu vois le lapsus, discuté la dernière fois. Je suis un fils de médecin, d'un médecin de bon sens, d'un médecin à l'ancienne, et mon père avait l'habitude de dire, si tu écoutes bien, si tu interroges bien, le malade te livre son diagnostic. Et après, c'est beaucoup plus facile, avec ce lien, d'intervenir. Es-tu d'accord avec ça? Absolument. Voilà, maintenant je te laisse raconter ton système. Le système, il part effectivement de la capacité qu'on doit renforcer dans cette écoute du patient pour aller vers plus de précision. Une des fragilités de la psychiatrie, c'est que parfois, on a tellement d'informations parce qu'on a eu un récit très compliqué, très douloureux, dans lequel le patient peut se sentir satisfait de quelqu'un qui va lui permettre de raconter des moments importants de sa vie. Et jusqu'où on va ? Parce que tout le monde a vécu des choses qui peuvent être compliquées, et si on laisse la personne parler de façon extrêmement longue, moi je vois un peu comme un ventre qui serait ouvert et qui serait blessé. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va explorer, qu'on soit précis dans l'acte qu'on fait, et on n'a pas besoin de sortir tous les mètres de l'intestin grêle et de faire saigner la personne pour comprendre sa maladie. Et donc il faut que le psychiatre apprenne la précision, et l'exploration du langage est une piste extrêmement intéressante. Alors, dans ce que tu as dit, il y a déjà une étape qui est pour moi très importante, c'est que le langage se distingue déjà entre le langage extérieur, ça veut dire ce que je dis à l'autre pour qu'il entende quelque chose de moi, et le patient est dans cette interaction avec le médecin. Il vient voir le médecin pour lui transmettre un message, pour lui dire voilà ce que j'ai, voilà ma souffrance, et il y a une image que le médecin reçoit, qui a été calibrée de façon claire par le patient, qui veut être entendu dans ce qu'il a à dire. Et c'est ce qu'on appelle le langage extérieur. Et les linguistes m'ont appris, mais il y a aussi un autre langage que tout le monde connaît et qui est beaucoup plus important, qui est le langage intérieur. C'est ce que je me dis à moi-même de la situation, et c'est ça qui est important. Voilà. Et c'est un premier éclairage pour moi qui est fondamental, c'est de recentrer la pratique du médecin, à mon avis du médecin généraliste aussi, et du psychiatre, sur prendre ce temps d'analyser les phrases que le patient se dit à lui-même. Arthur Koestler, dans un de ses romans, je crois que c'est dans dans Le Zéro et l'Infini. Personne ne lit plus Arthur Koestler, je le regrette, mais Le Zéro et l'Infini, à l'époque, c'était les procès de Moscou de 1938. Et le héros, qui s'appelait Roubakov, écrivait ses réflexions sur le communisme, mais aussi sur lui-même. Et lorsque je me parle à moi-même, donc ce langage intérieur, à qui je m'adresse? Quel est cet autre qui est moi? Et il appelait ça, lui, la fiction grammaticale. C'est-à-dire que je construis un autre qui est moi. Donc c'est une fiction grammaticale parce que c'est un jeu, je fais semblant de créer l'autre qui n'est pas totalement l'autre et avec lequel je vais fouiller mes profondeurs pour pouvoir de l'inconscient qui peut être étranger à mes propres émotions, ça peut être un vrai autre de cette réflexion. Voilà ce que je voulais ajouter. Es-tu d'accord avec... Oui, je suis d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que l'inconscient, alors moi je ne sais pas très bien ce que c'est, mais par définition on n'y a pas accès.
mais en délivrant le questionnement que la personne a dans sa tête et les phrases qu'elle se dit, on s'approche de quelque chose qui peut nous permettre d'identifier des messages qui caractérisent le fonctionnement psychologique de la personne, quoi. Et ça, c'est pour moi une avancée importante. Entre parenthèses, j'aime bien ta modestie de psychiatre quand tu dis l'inconscient, je sais pas ce que c'est. Personne sait ce que c'est. Ça a été, au cours de l'évolution, c'était une très grande force qui, à travers toutes les créatures qui ont hanté la Terre, tous les mélanges qui se sont faits, et qui ont créé une espèce de vigueur vitale inconnue chez tous les hommes qui sont au plus profond du secret de leur constitution et qui a été exploré évidemment par Freud, mais par Jung, mais par tant d'autres. On ne sait pas ce que c'est. C'est une vigueur qui a été construite, une énergie, je ne sais pas comment dire, dont chaque homme a une structure de cet inconscient, mais qui est fait de toutes les créatures qui sont succédées. Cette construction intérieure, elle est sous influence de ce qui se passe autour. Voilà. Et comment l'individu va grandir en captant les influences, et on sait aujourd'hui que les influences sont vraiment un sujet majeur, puisqu'il y a l'environnement direct, il y a l'impact des réseaux qu'on appelle les réseaux sociaux qui viennent transmettre des messages, et ça devient difficile même de savoir qu'est-ce qui m'est propre et qu'est-ce que j'ai pris de ce qui m'a été donné de façon intentionnelle, quoi. Et pour s'approcher de ça, l'exploration du langage intérieur est une piste intéressante. Donc maintenant, je te laisse présenter l'outil. Tu as dit que tu as fait appel aux linguistes. Qu'est-ce que, à la sémantique, comment s'est construit un langage qui n'est pas seulement descriptif? Depuis le départ de mon travail de recherche, je suis intéressé, et c'est peut-être mon influence de mon expérience de médecin urgentiste, je suis mobilisé par la question de la mesure. Alors, on m'a dit que quand j'étais urgentiste, les équipes trouvaient que je demandais toujours des électrocardiogrammes, et ils m'avaient appelé le docteur ECG parce que j'exigeais vraiment d'avoir toujours des électros, parce que je trouvais que c'était une mesure simple et tellement informative, et j'ai eu l'impression à plusieurs reprises de découvrir des troubles du rythme qui étaient quand même très explicatifs sur la gravité de la situation. Et je trouvais qu'en psychiatrie, la seule mesure qu'on a, c'est les questionnaires. Donc avec ces questionnaires qui sont inscrits dans ce qu'on appelle la psychométrie, ça veut dire la mesure psychique, et il y a deux types de mesures en psychiatrie. Il y a soit les questionnaires dans lesquels le patient en auto-questionnaire va remplir et va le remettre au clinicien, ou bien les hétéro-questionnaires qui sont des entretiens structurés et dans lesquels le patient reçoit les questions qui lui sont posées par le clinicien et le clinicien juge est-ce que la réponse me convient et c'est lui qui va le remplir. Donc moi j'ai fait mes travaux de thèse de sciences sur le psychotrauma et autour de la mesure de ces questionnaires, qui est déjà une façon d'introduire de la rigueur, puisque on apporte des règles de fonctionnement. Et puis je me suis rendu compte que des patients m'ont dit, un jour où j'ai fait la remarque d'un décalage entre un patient, je lui dis mais vous m'avez rempli l'auto-questionnaire avec des scores d'une gravité qui me surprennent, alors que moi j'avais l'impression que vous alliez mieux. Et moi j'étais content d'avoir mis en place cette routine dans le service. Et le patient me dit mais j'ai très bien compris que si je vous dis que je vais bien sur les questionnaires, vous allez cesser de me voir. Or, moi, j'ai besoin de venir consulter parce que j'apprécie de vous rencontrer. Et là, je me suis dit, c'est clair, c'est ce qu'on appelle la désirabilité sociale. Il a compris que j'étais attentif à cette mesure-là, et donc il me tient par les informations qu'il me met, et comme c'est lui qui l'a répondu, on pourrait dire que c'est valable. Et on voit bien que ce jeu-là, il est fréquent dans cette problématique de la psychométrie. Donc déjà, là, c'était bon, un argument de plus pour voir l'insuffisance de la psychométrie. Et puis, une autre insuffisance, c'est que ces questionnaires, eh bien, ils ne prennent pas en compte les caractéristiques importantes de la personne. J'ai exercé pendant 10 ans en Martinique, et notamment, j'ai mis des travaux en place sur une petite commune qui s'appelle le Prêcheur, au pied du volcan, dans lequel on était inquiets, les autorités locales et sanitaires, de l'impact des coulements de boue qui s'appellent des lares qui tombaient sur la population, et on m'a demandé de mesurer comment la population allait, de veiller sur cette population en termes psychopathologiques. Et on sait que les questionnaires, donc on a pu les utiliser,
Mais on sait que les questionnaires ne prennent pas en compte, si on regarde sur le psychotrauma, sur la dépression, sur l'anxiété, alors que on dit tout le temps que la question du genre est importante, que les femmes et les hommes ne répondent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes scores, et on dit toujours les femmes ont des niveaux d'anxiété beaucoup plus élevés sur les questionnaires. On dit aussi qu'il y a un effet de l'âge qui interfère, et on sait bien que on répond pas de la même façon à 20 ans et à 75 ans. Et ça, la psychométrie est incapable de prendre en compte cette dimension. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment on peut être plus fin pour prendre en compte à la fois la question du genre, la question de l'âge, et la question de la culture, l'environnement dans lequel la personne se développe. Ça va influencer sa compréhension du monde, ça va influencer son langage, et donc les linguistes m'ont dit, mais précisément, l'analyse du langage peut être intéressante. Alors, c'est très amusant, puisque en fait, c'est le professeur Kroc qui a orienté Mathieu Guidère vers moi pour travailler ensemble sur le langage et le trauma. Donc il y a une forme de boucle qui est assez élégante, je trouve, et un témoignage qui est assez beau de ce que a fait le professeur et médecin général Louis Kroc, quoi. Le langage, c'est très difficile à extirper parce que la notoriété du psychiatre, l'autorité des psychiatres qui va être en face du malade, non, du patient, peut totalement, et c'est extrêmement délicat, peut totalement influencer la création de langage. Et c'est là-dessus aussi que tu as fait des trouvailles. Comment on peut dématérialiser la présence d'un psychiatre qui est pourtant une personne humaine et qui a son aura, son autorité. C'est vraiment ça qui nous a mobilisés, c'est comment aller recueillir ce qui est important dans le langage, et le travail qu'on a fait donc avec les linguistes et en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, on a pris un certain nombre de ce qu'on appelle des verbatims, c'est-à-dire des recueils d'entretiens, d'échanges, et dans lequel, pour le linguiste, eh bien, il voit des marqueurs sémantiques temporels, cognitifs, émotionnels, indiciels, alors que le psychiatre, lui, voit des émotions et des caractéristiques psychologiques ou psychopathologiques. Et donc, on a fait sur un très grand nombre de verbatims, le linguiste met des étiquettes en caractérisant les marqueurs sémantiques, et le psychiatre lui dit, voilà, ça pour moi, ça évoque de la tristesse, ça évoque de la désorganisation, ça évoque de la discordance, ça évoque de la rumination. Et donc, à la fois, dans ce travail de minutie, travail minutieux sur le détail des marqueurs sémantiques et du lien avec ce que le psychiatre peut apercevoir et peut comprendre dans son expérience, et puis en même temps, de pouvoir dire, voilà, ce long verbatim dans l'entretien qui a duré 1 heure, voilà, pour moi, ce patient, c'est un patient qui a surtout une dépression sévère. Pour moi, ce patient, c'est surtout un psychotraumatisme marqué de façon intense et chronique du fait de l'ancienneté du trouble. On a pu entraîner le logiciel à acquérir ces connaissances qui sont les connaissances de l'expertise du psychiatre. Et là, on a eu une information extrêmement importante qui nous est venue des premiers résultats, c'est que l'outil, alors moi j'aime bien parfois avoir l'impression de dialoguer avec l'outil, le logiciel nous a dit, mais pourquoi vous donnez des entretiens aussi longs, d'1 heure, alors que moi, avec 450 mots, ça veut dire 7 à 8 minutes d'entretien, j'ai autant d'informations. Et j'ai une information suffisante pour répondre à la question qu'on lui pose, ça veut dire d'identifier des profils psychologiques, psychopathologiques, qui peuvent caractériser l'anxiété, le trauma, la dépression, l'obésité. Et donc, il nous a proposé de réduire le temps de recueil, et je me suis dit, mais ça me fait vraiment penser à la démarche médicale de la biopsie, où quand on voit qu'il y a un organe qui est malade, on a pris l'habitude depuis quand même plusieurs décennies pour toutes les maladies rénales, du sein ou d'autres organes, non pas de mettre tout le sein dans la machine ou tout le rein dans la machine pour voir est-ce qu'il y a un problème de santé ou un cancer. On a pris l'habitude de faire une biopsie, alors que les psychiatres ont l'idée qu'il faut explorer tout pendant des heures, voire des années, pour avoir compris le problème. Et
Parfois, on se dit mais qu'on va peut-être aller au-delà de l'espérance de vie du patient, tellement on a été long dans l'exploration qu'on a fait, on a tout, mais peut-être que c'est un peu tard d'avoir tout, et peut-être qu'une partie était suffisante. Et donc, on a développé le concept de biopsie BIOPSY, qui veut dire choisissons la qualité du recueil et soyons attentifs à nous mettre d'accord avec le patient sur ce qui est important et travaillons avec ça. Et travaillons et mettons dans la machine, comme on le met dans l'analyse de l'anatomopathologie avec le microscope, qu'une partie de l'information mais qui a été bien calibrée, eh bien c'est ça le rôle du clinicien, c'est de bien choisir qu'est-ce qui est important, de bien donner des conditions d'alliance, de confiance, de sécurité, qui va permettre au patient de donner ces informations. Et on évoquait tout à l'heure la question du langage intérieur. Quand je dis à un patient, est-ce que vous pouvez me partager, quand vous en êtes disponible, ces phrases que vous vous dites à vous-même, ces messages quand vous voulez dormir et qui reviennent et que vous pensez et qui sont très présents pour vous, le patient me regarde et me dit, mais enfin, docteur, c'est très intime la question que vous me posez. Et là, pour moi, ça a été très surprenant de voir que pendant 20 ans, j'ai posé des questions où on m'a jamais dit ça, alors que je m'occupe de personnes victimes de violences sexuelles. J'ai jamais eu l'impression d'aller recueillir avec autant de précision cette intimité. Et je lui dis, oui, vous avez raison. C'est une remarque importante que vous me faites là, et vous me donnez ce que vous voulez bien m'apporter et le partager. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous pouvez le dire, et la machine va transcrire automatiquement, puisqu'on a aujourd'hui la chance de vivre avec des outils informatiques qui permettent de faire une captation, une transcription automatique du langage naturel, et je lui dis, voilà, vous allez me parler dès que vous êtes disponible, dites-moi ces phrases, parce que, précisément parce que c'est intime, on va peut-être gagner du temps en termes de compréhension et d'accès à quelque chose qui vous gouverne. Et ce qu'on a travaillé, c'est que cette linguistique, et là c'est des travaux antérieurs que Mathieu Guider a fait, en disant que cette analyse du langage est prédictive des comportements. Et donc, quand il me parle de ces phrases, de ce message intérieur, il est en train de me donner une information, et de se donner une information, c'est ça qui est intéressant, à lui sur qu'est-ce qui peut permettre d'envisager les comportements qu'il va avoir ensuite. C'est tout à fait intéressant, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas, par exemple, il y aura un despote, il y aurait quelqu'un qui voudrait une sorte de reconnaissance faciale, une reconnaissance de ton inconscient, et prédire ce que tu vas devenir. Ce que je voulais dire, c'est on a la sémantique, est-ce qu'on a la grammaire? C'est-à-dire qu'est-ce que devient, qu'est-ce que va donner l'individu quand il, dans sa vie quotidienne, et peut-être dans des passages à l'acte. Alors, sur le premier point de l'importance de ces informations qui vont être confiées, et qu'est-ce qui peut en être fait. Je pense que là, on est sur la question de l'intimité, et je pense que c'est le même message, comme on répète qu'il ne faut pas montrer son intimité sur les réseaux, il ne faut pas montrer des images de son corps et de son intimité qu'on livre à des personnes, parce qu'une fois qu'on les livre à des personnes qui sont en dehors d'un réseau extrêmement serré, fermé, eh bien on prend des risques. De la même façon, ces messages de la vie intérieure et du langage intérieur, il faut bien veiller à qui on les partage. Et là, on voit bien que dans les réseaux sociaux, les gens parlent beaucoup d'eux-mêmes, peut-être donnent des informations très intimes. Et je pense qu'il y a le même risque de montrer sa nudité corporelle que sa nudité psychique. Et je pense que ça fait partie des messages de l'éducation aussi à ces outils, c'est que garder un sens de la protection. Ne vous montrez pas tout nu, physiquement ou psychologiquement. Mais on sait bien aussi comme médecin que examiner un corps nu, ça donne beaucoup plus d'informations que le laisser tout habillé. Là, je voyais encore, on avait une femme hospitalisée qui a réussi à faire plusieurs hospitalisations sans que les infirmiers et les médecins l'examinent complètement et voient qu'elle avait une lésion cancéreuse sur la jambe, qu'elle avait maquillée pendant des années à son mari qui était médecin, à l'hôpital qu'il a reçu. Elle a réussi à esquiver. Et on n'a pas examiné. Si on n'examine pas complètement le corps, on passe à côté des informations. Donc il faut pouvoir le faire, mais dans un cadre qui soit un cadre protégé, un cadre de sécurité et de confiance. Ça me fait penser
moi je suis un vieux médecin, nos maîtres nous disaient toujours déshabillez vos malades. Et là, c'est exactement l'inverse qu'on fait. Quelqu'un a mal au bras, on regarde son bras. Et on n'a pas le temps. Il n'y a pas assez de personnel, puis ils sont pas intéressants. C'est son bras. Et on va pas chercher la représentation corporelle. Pourquoi il a mal au bras? Si ça se trouve, il avait un mélanome qui lui a donné, ou une tumeur de Gravitz, une tumeur du rein, qui lui donne une fracture. Donc on n'a pas cherché. Et c'est un reproche que je fais à notre enseignement, que nos maîtres, que mes maîtres de ma génération connaissaient bien. Les gens peuvent cacher une lésion sous leurs habits. Aux urgences, je n'ai jamais vu qui que ce soit déshabiller complètement des malades. Or, les malades ont sur eux souvent le diagnostic quand on le met, quand on a comment dirais-je, l'attention, l'intérêt de son prochain. On dit qu'est-ce que tu caches qui pourrait te nuire, et on ne le dit plus. Et j'ai bien aimé que la pudeur de l'inconscient, c'est magnifique. Non, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose que je partage complètement. Et c'est l'intérêt aussi de l'exploration du langage intérieur. Parce que quand je demande à quelqu'un qui est venu pour me parler d'un problème, peut-être un problème parce qu'il s'est disputé à son travail, il s'est disputé chez lui, il veut me parler de ça. Et si je lui demande de me parler que de ça, c'est comme l'urgentiste qui va regarder que le bout de la plaie qui sort. Et si je ne regarde que ça, je risque de rater les informations importantes. Et si je lui dis non, parlez-moi de ce que vous avez dans la tête, quelles sont les phrases que vous vous dites, et là, naturellement, va revenir quelque chose de plus large que le problème pour lequel il est venu. Et donc, c'est pour moi une façon de le déshabiller, mais avec prudence, avec sécurité, avec confiance. Et là, pour moi, la qualité de l'alliance entre le clinicien, qui peut être un infirmier, qui peut être un psychologue, qui peut être un médecin, généraliste ou psychiatre, elle est très importante. C'est vraiment cette qualité de la relation qui va permettre d'avoir les informations. Je pense que on peut rentrer dans l'extrême intimité des gens et prédire d'une certaine façon. Tu t'es occupé d'atténuer en quelque sorte ou la prévention du suicide dans ta vie précédente. Absolument. Et donc, est-ce qu'on peut regarder s'il y a des lignes dans ces comportements, dans cet inconscient profond, qui vont te conduire au suicide? Alors, ça me fait penser à des éléments qu'on a élaborés de façon récente avec Mathieu Guibert, et qui, pour moi, modifient la représentation de la prévention du suicide. Les psychiatres sont très sensibles à la question des émotions. Quand on voit une personne qui est triste, on a l'inquiétude sur le risque suicidaire. Quand on a une personne qui est envahie par des flashbacks de ses agressions, peut-être on parlait des actes terroristes ou d'agressions intimes que la personne a pu subir, on a l'inquiétude derrière de la question du suicide, et qui reste très difficile à explorer, et on a encore un nombre très élevé de morts par suicide en France, qui est quand même très préoccupant. L'analyse linguistique sur cette question-là nous a amené à regarder quelque chose. La personne qui est envahie par la tristesse active donc cette émotion qui touche certains organes, en particulier un organe central dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale bloque les zones de traitement de l'information de façon un peu schématique, mais le cortex préfrontal est plutôt dédié au traitement de l'information. Eh bien, il est bloqué biologiquement par l'hyperactivation de l'amygdale. Et si je suis dans le récit de la tristesse que vit la personne, notamment en évoquant encore avec elle les agressions, les violences qu'elle a vécues, je m'expose à renforcer l'activation amygdalienne et bloquer ses capacités cognitives. À un moment donné, le risque, c'est que la personne se sent tellement douloureuse qu'elle prend la décision d'arrêter de souffrir. Et elle se dit, ça fait des temps que je souffre, peut-être des semaines, peut-être des mois, peut-être des années. Je n'ai pas de répit.
en dehors peut-être d'ailleurs d'alcoolisation forte ou d'autres produits de cet ordre-là. Et donc la personne peut se dire, je décide d'arrêter de souffrir. Et comme rien ne marche, arrêter de souffrir, ça veut dire arrêter de vivre. Et au moment où la personne se dit, je décide d'arrêter de vivre, elle décide d'organiser son suicide. Et c'est ce qu'on appelle la planification du suicide. Et là, c'est tout à fait étrange ce qui se passe. C'est que la personne se dit, je dois organiser quelque chose pour mettre fin à ma vie, et la démarche de planification pour arrêter sa vie est une démarche qui va mobiliser des ressources cognitives qui étaient éteintes, et de remobiliser les ressources cognitives va contribuer à réduire et éteindre l'amygdale. Et quand on voit la personne, on dit, tiens, mais tu vas mieux? Et elle dit, oui, je vais mieux. Ah, quelle bonne nouvelle, tu vas mieux. Oui, je vais mieux. Exactement. Alors qu'elle prépare sa disparition. Mais le fait de préparer sa disparition et de retrouver cette capacité lui redonne le contrôle. Et ça, c'est extraordinaire parce que son langage change. Et son langage, et les linguistes, et Mathieu Guider en particulier, m'ont bien appris qu'on voit qu'il y a de ce fait une prise de mots d'action. Je vais le voir, le notaire, je vais donner mes chats, je vais donner des objets qui m'appartiennent. Alors qu'avant, elle était repliée sur elle-même à souffrir, et là, elle met en place des actions. Et tout le monde dit, waouh, tu te bouges, c'est bien. Oui, j'ai même également préparé mon enterrement, on sait jamais. Ça peut arriver, waouh, tu anticipes les choses, c'est bien, tu t'organises, j'ai prévu des actions. Et c'est compliqué parce qu'on n'est pas habitué à raisonner comme ça. Et donc, la réaction, et moi je l'ai vécu parce que j'ai vu une jeune fille qui est venue me voir et qui a pris la décision de venir me voir comme elle est revenue voir un certain nombre de psychiatres qui lui avaient apporté de l'aide dans un moment où elle était en train de dire au revoir de façon active avant de se suicider. Et donc c'est un processus qui est très compliqué, mais qui est très important, et ça c'est l'analyse du langage qui nous permet de voir ça. Il y a une transformation du langage parce qu'il y a un effet biologique qui se met en place, et ça c'est vraiment intéressant de voir comment il faut que les psychiatres réinvestissent, à mon avis, de façon utile, pleinement l'organisation du cerveau, et de comprendre ces interactions, parce que nos émotions, elles sont portées aussi par nos neurones. Et il y a une richesse aujourd'hui qu'on peut comprendre grâce à l'imagerie qui est aujourd'hui extrêmement puissante. On va y revenir sur l'imagerie, parce que tu peux regarder l'influx nerveux, comment il se répartit. Deux choses. Premièrement, l'amygdale, c'est une vieille centrale de conduction. Tu vois, et tu peux, comme la CGT, tu peux rabaisser la manette. Et d'où vient cet influx? Il vient souvent de la réticulée, qui est la voie de conduction assez très ancienne dans l'édification, et c'est la plus ancienne, mais pour la conduction des émotions, c'est indéterminé, mais ça te donne une conduite globale en quelque sorte. Par exemple, tu stimules la réticulée d'un chat qui conduit au bulbe. Et qu'est-ce qui se passe alors qu'il était tranquille, tu as stimulé, et il est en éveil, en alerte. Et quand les mécanismes dans le cerveau, qu'est-ce qui te met en alerte? Qu'est-ce qui s'éteint? Ça, c'est la première. Et comment on fait pour... La deuxième chose, qui est quand même fondamentale, pour le langage intérieur, il ne dit pas avec des mots de tous les jours. Il faut une grande subtilité pour... c'est pas comme si j'articulais et je cherchais mes mots. Là, c'est encore moi. Et les mots... Alors, je ne vais pas parler de Lacan, mais c'est sûr que le subconscient se joue des mots, peut te faire des jeux de mots et t'induire en erreur. Et la troisième chose, des choses qu'on peut désormais contrôler par une topographie de l'influx nerveux. C'est absolument génial. Et enfin, ce que j'avais appris avec Louis Kroc, on n'arrête pas depuis le début de la conversation de parler du psychotrauma. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui peut le donner?
il y a un traumatisme, mais tu as aussi, et Croc me l'avait bien dit, des micro-traumatismes itératifs qui peut te donner. Et les gens n'y pensent pas, tu vois. Je dis par exemple, quelqu'un qui est dans la rue, qui est un vaincu. Il n'est pas dans la rue comme ça. Il a raté sa vie ou des trucs. Mais c'est un psychotrauma. Lent, de long terme. Et tu es d'accord avec ça? Avoir vécu une blessure grave qui a pu constituer un traumatisme psychique à un moment donné, constitue une blessure qui expose à une plus grande vulnérabilité ensuite à des événements d'adversité, peut-être qui ont l'air plus minimes et qui vont maintenir cette plaie de la blessure antérieure qui a été produite. Et on voit que c'est un élément qui prédit une mauvaise tolérance à des adversités. Moi, je vois beaucoup ça pour les personnes qui viennent me voir pour des situations de tension professionnelle et de souffrance au travail, et dans lesquelles cette souffrance au travail vient appuyer sur des plaies qui sont liées à des traumatismes plus anciens et qui ont été peut-être dissimulés parce que trop honteux ou n'étaient pas accessibles à ce moment-là, quoi. Ce qui est important aussi comme évolution, c'est d'aller vers des approches qui soient pas uniquement catégorielles, même si on peut bien sûr distinguer ces grandes catégories, psychose, névrose, et dans la névrose, ce qui va être de l'ordre de la dépression et de l'anxiété, pour être très schématique. Mais ce qui est plus intéressant aujourd'hui encore, c'est d'aller vers ce qu'on appelle le phénotypage. Ça veut dire comment on peut aller pour identifier des profils qui caractérisent des dimensions qui viennent proposer une similarité d'un regroupement de ces dimensions avec telle ou telle catégorie diagnostique. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que lorsque l'on peut, grâce à l'intelligence artificielle et cet outil qu'on a pu co-développer, quand on peut informer le patient de ce phénotypage, ce qui peut être un mot qui peut nous paraître compliqué, on va l'informer de choses très fines. Tu parles de phénotypage, il y a une image du 19e ou du début du 20e de Lombroso qui cherchait, tu sais, les bosses crâniennes, les tendances criminogènes, la bosse des pattes, mais c'est pas celle-là. Et il reste les empreintes digitales de cette époque. Mais quand je te demanderais d'expliquer un peu plus phénotypage, parce qu'on risque de tomber dans la catégorie comme voulait le faire le médecin italien de l'époque. Voilà. Ce qui va changer radicalement, c'est que on va être là grâce à l'exploration que nous propose cet outil qui s'appuie sur une intelligence artificielle générative mais supervisée. Ça veut dire que l'analyse qu'on va faire du langage va s'appuyer exclusivement sur l'algorithme qui a été créé à partir des verbatims que nous avons entraînés et qui lui permettent de proposer un raisonnement. Et à partir de ça, donc on a le temps de recueil de l'information avec la délicatesse d'une biopsie, donc on a une information qui est précise, qui a pu être rassemblée, on va le soumettre à la machine, qui va donc chercher en prenant en compte des caractéristiques de la personne, donc on a dit au moins son âge, son genre, également l'environnement dans lequel elle vit, l'environnement social, l'environnement familial, l'environnement éducatif, qui va être intégré, peut-être également intégrer l'environnement quand il s'agirait d'un migrant qui a vécu peut-être une partie de sa vie ou qui est né au Mali et qui vit aujourd'hui à Paris, eh bien, même s'il parle français, son français, il est marqué quand même par une culture très différente, et aujourd'hui, on peut intégrer cette dimension. Mais précisément, les gens sont baignés dans la doxa actuelle. Tu vois, en URSS, les gens, il est arrivé que les gens de l'opposition, on les foutait en tôle en disant tu n'as pas compris que tu vivais au paradis, donc tu dois être cinglé. Et c'était une espèce de... tout le monde adhérait, sans le savoir, à cette emprise des mots. Regarde, je regarde plus la télévision, je ne lis plus les journaux, mais ils disent un peu la même chose dans un méta-langage, si tu veux. Et ça peut aussi, comme de la pâte, modeler
ton psychisme et induire... Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est les influences qui vont également marquer le langage et dans lesquelles on l'actualise, puisque le lien va s'actualiser aussi avec les informations qu'on va lui donner. Écoute, actuellement, il y a quelque chose qui me rebute. Quand les gens disent « j'ai le libre choix de mon corps et je suis libre de me suicider si j'ai envie ». Mais d'un autre côté, est-ce que le corps est à soi? C'est une discussion métaphysique. Le corps ne t'appartient pas. Sans ça, il faut me dire où est-ce que tu l'as cherché. C'est ta longue série d'ancêtres, tu dois le respecter. Mais la deuxième chose, il n'est pas une législature, ni un pays occidental, sans qu'on parle, pour les personnes âgées, très âgées, la meilleure solution, c'est le suicide, ou le suicide assisté, c'est l'euthanasie. Et donc, c'est une pression sur ce que j'appelle, moi, un appel au meurtre, parce que je pense, un suicide est un homicide. Et donc, voilà, ce langage, dans le fond, il n'est pas à toi. C'est un langage extérieur puissant et qui peut te modeler. Et c'est ça le macro-trauma. Oui. Alors, ce qui va être intéressant, c'est ce macro-trauma, il est compliqué à percevoir. Et plus il est douloureux, plus il peut créer de la confusion. Et l'intérêt du phénotypage, c'est de repérer des dimensions que l'on va partager avec la personne qui nous fait confiance. Et du coup, on lui donne un éclairage sur une hypothèse de quelque chose qui pourrait organiser aujourd'hui son fonctionnement psychologique. Et c'est ça qui est intéressant et qui change l'approche et qui donne une dimension quand même un peu plus scientifique, qui dit, voilà, on a une similarité de tant de pourcentage là avec ce profil qui vient caractériser peut-être un trait dominant narcissique, un trait dominant paranoïaque, un trait dominant d'abandonnisme qui apparaît dans votre discours, et comment ces différents traits qui apparaissent là comme une proposition qui nous est faite, eh bien on va le partager avec la personne qui nous a confié cette intimité. Et c'est ensemble qu'on va décider de ce qu'on pourra faire de ça. Alors, tu es psychiatre, tu es médecin, tu veux traiter tes malades, en tout cas les empêcher de faire des bêtises contre eux-mêmes, ou de passer à l'acte, c'est-à-dire contre les autres, ou se détruire, que sais-je. Donc tu es un médecin thérapeute. Est-ce que tu as assez confiance dans ta machine pour induire des médicaments, des thérapeutiques, des comportements? Alors, oui. Il faut bien se rendre compte aujourd'hui où on en est en psychiatrie. On a parlé de la dépression, du trauma, de l'anxiété, qui sont des troubles assez fréquents, puisque quasiment 20% de la population va être concernée par ces problèmes-là au cours de sa vie. Et aujourd'hui, les prescripteurs, si on repart un tout petit peu des médicaments, ont une estimation globale qui s'appuie sur un recueil d'informations qu'ils ont pu obtenir, mais il est très rare, en dehors d'études de recherche, que les médecins utilisent des questionnaires pour vraiment structurer et appuyer leurs décisions et leurs prescriptions d'un médicament, que ce soit un anxiolytique, un antidépresseur ou un neuroleptique. Et là, je trouve que moi, ça pose aussi une question éthique. Ça veut dire qu'on prescrit énormément de psychotropes en France aujourd'hui, et je m'amuse un peu à faire la comparaison. J'interroge un médecin généraliste, je lui dis, mais quand vous donnez un traitement antihypertenseur, comment vous faites? Il me dit, je prends la tension avec des conditions précises, le patient allongé, je mesure à plusieurs reprises, et si j'ai un seuil de tel ordre en fonction de l'âge, je suis autorisé à prescrire un antihypertenseur. Et je lui dis, pour l'antidépresseur, comment vous faites? Eh bien là, la plupart des médecins disent, parce que je vois bien qu'il est déprimé, parce qu'il me semble déprimé. Alors, si je suis un peu taquin, je lui dis, il y a une odeur particulière. Alors, bien sûr que c'est pas une question d'odeur, c'est une question de l'expérience du clinicien, qui comprend qu'il y a la combinaison de différents marqueurs, mais parfois on va un peu vite et on va prescrire. Moi, je suis
étonné du nombre de prescriptions qui sont faites et des patients qui peuvent avoir plusieurs comme ça médicaments qui vont être donnés et parfois un peu rapidement, pour moi en tous les cas, qui prescrit très peu de psychotropes. Mais je pense qu'il y a cette précision qu'il faut avoir, et aujourd'hui, je trouve que cet outil, moi, m'apporte une démarche que je trouve vraiment intéressante et qui est validée par le patient. On a fait une belle présentation. Maintenant, j'aimerais que tu présentes l'outil avec une petite remarque. Oui. Les gens qui ont une épreuve, avant on n'appelait pas ça un traumatisme, sauf si ça délabrait complètement le psychisme des gens, le vent du boulet, et puis la guerre de 14, où on a pris conscience que ça pouvait mettre à bas toute une personnalité, et pour longtemps, et pour toute une vie même. Bien sûr. Et donc on a compris que c'était grave, qu'il fallait faire attention, qu'il fallait traiter le psychotrauma. J'ai, avec des camarades, tout le long de ma vie, on a été confrontés à des choses très difficiles. Et on disait, oui, mais quand vous rentrez de mission, il faut vous débriefer. Je ne crois pas trop ça. Je pensais aussi que l'épreuve peut être constructive. Et ça s'appelait passage initiatique. Tu es d'accord avec ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien, la vie va être quand même marquée par des répétitions d'événements avec de l'adversité, avec de la violence, et on essaye de penser qu'il pourrait y avoir un monde non violent. Autant je pense qu'il pourrait y avoir moins de violence, mais autant il faut aussi apprendre à y faire face et à pas être dans l'escalade de la violence, et donc savoir la repérer et savoir la limiter, parce que on peut la comprendre et on peut la contenir sans être dans la réponse d'escalade. J'ajoute, toutes nos légendes, tous nos récits télévisés, cinéma et tout ça, conduisent à ce que des gens immatures aillent vers des conduites ordaliques, tu vois. Et ça peut être aussi fondateur, ça, si on survit. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut permettre ces espaces d'intimité dans lesquels ce qui peut être pensé, eh bien, soit partagé avec quelqu'un d'autre. Et je pense que ça peut être le médecin, mais je pense que les infirmiers sont aussi des acteurs très précieux, parce qu'ils sont d'un abord qui est souvent plus simple, avec moins d'appréhension. On a un peu d'appréhension à parler aux médecins, parfois on a de l'appréhension à parler au psy ou au psychiatre, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il va faire des informations, et je pense que c'est vraiment ce qui m'anime beaucoup, c'est de penser comment on peut outiller la pratique des infirmiers à avoir plus de robustesse dans leur démarche et plus de précision dans le recueil d'informations qu'ils vont pouvoir faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est également l'organisation de la consultation se fait aussi en présentant le fait que je vais travailler en tandem avec une machine. Donc, le patient vient me voir, le médecin, et je lui dis, moi, je travaille en tandem avec une machine qui va m'aider à apporter des éléments de précision dès qu'on en aura besoin. Et je lui dis donc que c'est une machine qui va travailler donc avec de l'intelligence artificielle et qui ne va garder aucune information. Une fois qu'on aura fait l'analyse, on pourra imprimer le support, mais on gardera aucune trace, et donc on est vraiment sur une démarche qui est strictement confidentielle, dans laquelle c'est une aide à la réflexion, à la décision, et qu'on va partager en permanence au cours de l'entretien. Et le patient peut bien sûr poser des questions et donner son accord. Il est sollicité pour donner son accord s'il le veut. Il a bien sûr le droit de ne pas consentir à ce que j'utilise, mais est-ce qu'on a vu un patient refuser qu'on lui prenne l'attention parce qu'il n'a pas confiance dans la machine? C'est quand même assez rare, quoi. Donc ça dépend vraiment de comment on va introduire et donner la place. Et c'est bien clair que c'est un outil. Voilà. Celui qui va décider, c'est lui, c'est le patient qui va décider, parce que s'il y a des médicaments à prendre, c'est le patient qui les prend. Et moi, je supporte mal le mot d'ordonnance qu'on nous a appris, parce que je vois pas en quoi j'ai une légitimité pour ordonner à quelqu'un de prendre quelque chose. C'est plutôt mon rôle de l'informer et de lui donner la capacité à choisir ce qu'il va pouvoir prendre comme médicament quand ça va se revenir. Alors, donc je vais avoir donc l'outil, il voit qu'il est intégré dans ma pratique au CHU d'Amiens. Je vais avoir plusieurs vignettes fenêtres que je vais pouvoir mobiliser en fonction du moment où j'en suis de l'entretien. Je peux choisir donc
d'informer de différentes variables qui vont caractériser la personne. Je peux choisir le recueil de la parole, du verbatim pour aller vers cette biopsie dont j'ai parlé. Je peux faire un phénotype du diagnostic. Alors ça, c'est intéressant, on n'a pas parlé de ça encore. Le phénotype, c'est pour permettre à un professionnel de santé, voilà, qui peut être aussi bien un infirmier qu'un psychologue, un médecin ou un psychiatre, pour aller vers une similarité d'un diagnostic. Comment ça? En fait, on a également entraîné le logiciel avec des dizaines de milliers d'entretiens cliniques de psychiatres, dans lesquels il a tourné pendant plusieurs mois avec ces éléments cliniques, et il a intégré le raisonnement du psychiatre au cours d'un entretien. Quelles sont les questions qui sont informatives pour aller vers une probabilité d'un diagnostic? Et ça, c'est vraiment une démarche qui est très intéressante. Et donc, je peux choisir, donc, si je vais sur le phénotypage, donc je peux être dans une approche très globale, donc on a phénotypage des troubles psychiatriques, voilà. Mais je peux, donc là, c'est vraiment tous les troubles mentaux dans lesquels je vais apprendre à poser des questions, et il me propose donc des réponses en 4 niveaux, et ces réponses en 4 niveaux ont été préparées par ce travail informatique très puissant, dans lequel j'ai introduit les caractéristiques de la personne. On se rappelle que j'ai introduit le genre, l'âge, l'environnement, des marqueurs, et je vais poser une dizaine de questions qui ont été préparées par l'intelligence artificielle, et en fonction de la réponse à chacune de ces 4 variables, je vais pouvoir avoir une probabilité de quelle catégorie diagnostique on est. Par exemple, vous sentez-vous triste ou déprimé? Non, parfois, souvent, toujours. Ressentez-vous une anxiété excessive ou incontrôlable? Non, parfois, souvent, toujours. Avez-vous des pensées suicidaires? Voilà. Ces différentes questions vont permettre un repérage de l'ensemble des catégories diagnostiques. On a également quelque chose sur les troubles du comportement alimentaire, sur les addictions, etc. Une fois que je vais un peu plus loin, je peux dire que je veux aller vers peut-être une exploration du trouble dépressif. Et là, je vais avoir la capacité à poser une dizaine de questions, mais vraiment on va avoir 10 questions sur la dépression. Alors je ne sais pas si on peut le faire là, mais c'est 10 questions sur la dépression avec une caractérisation qui va être accordée par le patient, mais c'est moi le clinicien qui considère si c'est juste. Par exemple, si je lui dis est-ce que ces troubles du sommeil, vous les avez toujours, souvent, parfois non, et qui me répond non, mais je dis attendez, on a commencé l'entretien, vous m'aviez dit que vous étiez fatigué parce que vous aviez du mal à dormir. Ah oui, c'est vrai, mais c'est pas si important que ça. Oui, c'est quand même, on peut pas mettre non alors que vous m'avez évoqué ce problème-là. Donc c'est moi, c'est pas un auto-questionnaire, c'est moi le clinicien qui vais ajuster et qui va dire non, on va choisir peut-être entre parfois et souvent, mais on va quand même le repérer puisque vous me l'avez évoqué tout à l'heure. Et donc c'est très important de considérer que c'est moi le clinicien qui vais lui dire comment j'élabore mon jugement en m'appuyant sur ce qu'il dit, mais c'est moi, clinicien, qui suis formé à l'entretien clinique, formé également à cet outil et qui va pouvoir valider. Moi. Eh ben oui. Oui, oui. Tu es un docteur, quoi. C'est moi, voilà. C'est le docteur qui va choisir et qui va valider les informations. Et par exemple, en fonction de ces informations, je vais avoir une réponse où il va me dire on a tel pourcentage de similarité avec une dépression atypique parce qu'elle n'est pas complète. Et il va me dire on a 65% de probabilité. Et c'est très intéressant parce que... Tu gardes la main, toi. C'est moi qui garde la main et le patient. Et je lui dis mais vous en pensez quoi de ça? Et je trouve que c'est intéressant de partager ce questionnement avec le patient. C'est pas vous êtes déprimé, c'est vous avez une... dans les réponses que vous avez proposées, il y a une tendance qui nous montre que la dépression pourrait correspondre à votre problème. Mais on va peut-être chercher, ça va être un autre trouble qui est plus important à pouvoir soigner. Ok. Donc, je vais avoir le phénotypage diagnostique autour de la dépression, autour de l'anxiété, et à partir de ça, je vais avoir une estimation et dans laquelle le logiciel va me proposer des stratégies thérapeutiques qui sont intéressantes, et il commence toujours par me rappeler ce qui est la base en psychiatrie, notamment pour ces troubles-là, qui a les thérapies, les psychothérapies qui sont utilisées en premier lieu, et il va faire des propositions. Et depuis toujours. Mais oui. On a commencé par là. Bien sûr. Bien sûr. Et alors c'est intéressant parce que la psychothérapie, elle est vraiment sur le langage. Donc on est vraiment autour de l'importance de comprendre ce langage. Donc je vais avoir cette information et il me propose également des ressources pharmacologiques
et il m'explique pourquoi les médicaments seraient utiles, et il me donne également le choix entre 2 ou 3 médicaments, le plus souvent au moins 2, et il explique pourquoi ce médicament est intéressant et sur quelle cible clinique il va agir et quelles sont les posologies. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ce dialogue avec le patient, et du coup, c'est pas moi qui ai un savoir un peu mystérieux, je peux prendre le temps parce que c'est facile, et ça pour moi c'est très important. C'est la facilité pour moi, clinicien, d'avoir accès à ces informations en temps réel, et j'ai pas, je lui montre les éléments de connaissance que j'ai, et je le mets à l'aise sur le fait qu'on va choisir ensemble. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir proposer aux patients cette finesse que ce que je comprends de sa situation sur le plan psychologique ou psychiatrique, eh bien, on n'est pas dans un monde binaire, quoi. On est dans un monde de la complexité, et la personne humaine est complexe. Et donc, moi, je trouve que c'est quand même assez élégant de lui dire, non pas avec une certitude qu'il a ce diagnostic, mais qu'on a une probabilité importante d'avoir ce trouble tel qu'il nous est proposé là, et lui, il me donne son avis. Et il peut me dire, je suis pas d'accord, je vois pas, moi, pourquoi il dit que je suis dépressif. Et c'est pas moi, Louis Juel, qui dit qu'il est dépressif, c'est la proposition qui nous est faite et qu'on va partager, on va essayer de comprendre. À partir de ça, on peut considérer qu'on va aller chercher une précision plus importante, et souvent je le fais dans un entretien ultérieur, je vais lui dire, on va aller chercher une information autour de l'analyse du langage, et donc je vais lui dire, on va sur l'analyse du verbatim, et dans lequel, donc de la même façon, je vais introduire des informations sur l'âge de la personne, sur des caractéristiques qui me semblent intéressantes. Par exemple, je vais marquer le genre, c'est un homme, peut-être que c'est quelqu'un dans lequel il y a eu un autre événement, peut-être un accident de la voie publique, peut-être un acte de terrorisme dans lequel il est impliqué, peut-être que c'est quelqu'un qui a été incarcéré au cours de sa vie. Je peux marquer quelques mots-clés, et ces mots-clés, le logiciel va chercher dans son algorithme, est-ce qu'il a déjà identifié ça? Et donc ça peut apporter une précision. Et s'il n'a pas identifié, il va apprendre, et c'est ça qui est intéressant avec ces outils, c'est qu'il va apprendre que, tiens, ce profil-là, eh bien, on voit que les gens qui ont eu un parcours d'incarcération, eh bien, ils ont plus tendance à avoir ces marqueurs, et donc il va avoir plus de finesse, et il va intégrer. Et donc c'est à moi de choisir quelles sont les informations qui sont utiles, et on est sur ce dialogue que je trouve extraordinaire, c'est que la machine, elle est artificielle, mais elle apprend aussi. Voilà. Et elle m'apprend aussi parce qu'elle me donne aussi une stimulation par rapport à ce qu'elle va me proposer. Je vais toujours demander au patient, donc avant d'être dans le verbatim, je lui dis de me qualifier sa détresse, et je trouve que c'est toujours intéressant d'être dans cette démarche de quantification de la détresse, donc de 0 à 10, de qualifier le niveau de gravité de la détresse. Et là, on est aussi dans ce message de remettre un petit peu de l'analyse. Qualifier la détresse, c'est très important parce que le patient voit bien que je fais attention à lui, puisque je lui demande de quantifier la détresse, et le fait de chercher à mettre un numéro, donc une détresse assez intense, difficile à ignorer, interférant avec le travail ou les activités sociales, une détresse extrêmement perturbante, une dépense qui m'empêche de fonctionner, eh bien, il voit bien que je fais attention à lui, et il fait un effort cognitif. Et l'effort cognitif contribue à réduire un peu quelque chose de cette amygdale qui est peut-être très excitée, trop excitée, et qui va, du coup, aller un peu mieux. Et là, je vais lui dire maintenant, on va être dans le recueil de ces verbatims, donc je lui dis voilà. À quoi vous pensez actuellement en ce moment, et qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces émotions qui vous viennent à l'esprit, peut-être de ces phrases qui vous viennent à l'esprit. Et donc là, je mets le micro en route, et lorsque le micro est activé, le patient constate, la personne constate qu'il y a une transcription automatique du langage qui va être faite à partir de ce qu'il dit, et donc il voit bien que là, il y a une interaction qui est tout à fait intéressante. Le patient se dit, mais cette fois-ci, je vois que le psychiatre, non seulement il m'écoute, mais en plus, il a quelque chose qui prend en note de façon assez fine ce que je suis en train de lui dire, et ça, les patients sont assez sensibles à ça. Et là, donc, on a cet écran qui contient à peu près 450 mots, et je lui dis, voilà, on va remplir ensemble, et donc la règle, elle est posée ensemble. Quand cet écran, ce rectangle de 450 mots sera rempli, et que vous serez satisfait de ce que vous avez dit en termes de contenu, eh bien, on pourra s'arrêter là, et on pourra aller dans le processus de l'analyse. La psychiatrie de bon sens, d'expérience, a complètement changé. Et je crois que ce que tu me montres là, c'est une nouvelle étape de la psychiatrie de demain. C'est magnifique. Merci. Merci beaucoup. Ce qui est proposé, c'est de pouvoir partager les phrases que la personne se dit à elle-même. Ça veut dire, quand vous êtes chez vous, les moments où vous avez des pensées, quelles sont les phrases que vous vous dites? Le matin, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Ah, je me dis, ça va être encore une journée difficile, je sens que je vais pas y arriver,
je sens qu'ils vont encore me mettre des bâtons dans les roues, on m'a toujours dit que j'étais nul, et c'est tellement vrai que j'y arrive pas, je me bats tout le temps, la vie est vraiment trop difficile pour moi. Ça, c'est des phrases que la personne se dit et je l'invite à les partager. Voilà. Après, on va voir comment, ce qui est intéressant, c'est comment ce langage peut évoluer et comment l'influence de ces phrases peut être déterminante le jour où elle va réussir à penser autrement les phrases en se disant cette journée va être importante pour moi parce que j'ai des questions qui vont m'être posées, j'ai des enjeux importants, mais j'ai de l'expérience. Et des fois c'est difficile, des fois j'ai raté, mais il y a des moments où j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Et je suis aussi une personne qui a su dépasser des épreuves difficiles, quoi. Même si après j'ai eu, ça m'a coûté quelque chose, mais j'ai réussi à le faire. Et la façon de modifier son langage intérieur modifie aussi le ressenti émotionnel. Et c'est ça que je souhaite que les personnes puissent apprendre. La personne à qui on parle le plus dans une journée, c'est soi-même. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'écoute. Mais en même temps, c'est la façon. Parce que on ne sait pas vraiment penser sans faire des phrases. Donc, quand on pense quelque chose, on se fait des phrases. Et ces phrases, c'est elles qui vont, les phrases que l'on se formule dans sa tête vont initier les actes qu'on va réaliser par la suite. Voilà. Donc, on se dit, tiens, j'ai terminé ça, et quand on est en cours d'une réunion, on a déjà des pensées sur ce qu'il faut faire après, on est déjà en train d'engager la suite. Et donc, c'est ça qu'il faut pouvoir partager, c'est ce questionnement, et il faut faire un effort qu'on fait pas forcément, c'est d'écouter ça. Voilà. Et là, plutôt que de le subir, il faut l'écouter. Et c'est ça qui est proposé. L'outil que nous avons développé, notamment avec Mathieu Guidère et l'équipe de recherche, et également l'équipe au Québec qui porte le développement de cet outil d'intelligence artificielle, eh bien, a été en premier lieu entraîné sur les psychotraumatismes. Mais aujourd'hui, on l'a développé sur d'autres problématiques psychiatriques, que ce soit de l'anxiété, des conduites addictives, de la schizophrénie, de la bipolarité, des troubles de l'hyperactivité avec déficit de l'attention, sont également accessibles par l'analyse du langage à l'approche que l'on peut faire avec cet outil. Ce travail, il a débuté depuis plusieurs années, ça fait un peu moins de 10 ans qu'on a ce travail d'approche linguistique conduit donc sur le psychotrauma, et il y a eu une intensification du développement depuis ces 3 dernières années avec les ouvrages également qu'on a publiés, et l'entraînement et l'accès aussi aujourd'hui à des bases de données qui informent sur le contenu d'entretien clinique qu'on a pu introduire et qui permet une accélération de la technologie et de ses ressources. On a également, l'époque du Covid a donné un très grand nombre de messages, notamment chez les adolescents sur les réseaux sociaux, qui sont une base d'informations extrêmement intéressante qu'on a pu recueillir pour mieux comprendre ces mécanismes et voir comment on pouvait établir des liens entre des marqueurs de langage et des marqueurs psychologiques. Il n'y a aucun enregistrement des données qui est fait, mais il y a une amélioration de l'algorithme qui se fait. Mais aucune donnée qui a été inscrite, notamment dans le discours du patient, ne va être gardée sous aucune forme sur le lien. Et le lien, il est personnalisé. Ça veut dire que c'est chacun qui a son lien qui va s'améliorer. Chaque utilisateur a un lien propre, et c'est vraiment l'interaction entre le professionnel et l'outil qui va améliorer le dispositif. Et c'est pour ça qu'on parle d'une méthode en tandem, parce que c'est vraiment un tandem qui se crée entre le clinicien et la machine. Et ça, c'est vraiment quelque chose de la modernité que l'on peut avoir aujourd'hui. Auparavant, les outils étaient neutres et n'évoluaient pas avec le clinicien. Là, on a un outil qui évolue avec l'expérience du clinicien, et c'est vraiment une grande opportunité. L'analyse du langage nous montre bien que on peut prendre en compte la langue que le patient va parler. Aujourd'hui, l'outil fonctionne très bien en français, il fonctionne bien en anglais aussi, il fonctionne également bien en arabe, notamment par l'expertise de Mathieu Guidère, qui est également professeur de langue arabe, et on est en train, dans un programme fait avec l'université québécoise, Mineur IA, qui vient introduire la capacité à prendre en compte différentes langues. Voilà, on a commencé en espagnol, en ukrainien, parce qu'on voit bien que demander à quelqu'un qui vit en France de langue espagnole, par exemple, dans lequel il va tomber sur un clinicien qui parle surtout le français, s'il me parle en français alors que lui, dans sa tête, il parle en espagnol, j'aurai une information qui sera faible. On voit bien encore plus fortement pour des patients ukrainiens, et j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire dans différentes situations, le clinicien va tenter de parler anglais,
et on va se parler dans une langue dans laquelle on va être très loin de la réalité de la complexité. Et donc là, on est sur un programme où on va demander au patient de parler dans sa langue maternelle. Et il va voir sur l'écran va se manifester dans sa langue, il verra en arabe, le texte arabe apparaître, ou dans les autres langues, et ça c'est vraiment un progrès considérable. On sait à quel point le soin psychique des patients en situation de migration est très difficile. Et on sait que avoir une origine étrangère, notamment de cultures très différentes comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud, amène à des risques d'erreurs diagnostiques parce qu'on connaît mal cette culture. Et là, c'est vraiment une ressource de pouvoir travailler directement dans la langue du patient. On n'est pas sur une traduction de la langue, on est sur un travail fait à partir de la même analyse linguistique dans la langue originale, la langue native. L'outil est capable d'analyser la voix, l'énergie de la voix, et par cette mesure-là, on peut venir compléter les informations recueillies par l'analyse du langage en prenant également en compte ce marqueur que tout le monde sait repérer. On entend une personne qui nous parle, on dit tiens, tu ne vas pas bien aujourd'hui, mais on est incapable de décrire ça. La machine peut le décrire. On a 4 variables du niveau énergétique qui peuvent qualifier l'état émotionnel du patient à partir de la voix et qui vient le compléter avec l'analyse du langage. On a publié un travail fait notamment sur une étude conduite en Martinique qui a montré que les informations par l'analyse du langage étaient au moins égales au recueil de l'information par des outils psychométriques. Et ça, c'est très important. Donc cet article il a été publié et il nous montre qu'on a au moins la même précision. Et à partir de ça, on voit la facilité de l'usage. La plupart des psychiatres n'utilisent pas de questionnaire et je les comprends bien, même si j'ai travaillé beaucoup sur des questionnaires, c'est fastidieux, c'est long. Et j'ai fait beaucoup de formations auprès de médecins généralistes pour leur dire mais si, la dépression ça se mesure, il y a des questionnaires, ils ont même une petite cotation qui leur permet, c'est exceptionnel qu'ils le fassent. Parce que c'est ennuyant, parce que c'est long, parce que c'est pas agréable. Là, on est sur un recueil de langage naturel. Et quand on a fait le test, ceux qui le font voient bien la facilité de l'usage. Et on voit bien également le confort pour le patient et pour le clinicien. Et pour moi, c'est très important de considérer aussi que cet outil limite la charge émotionnelle pour le clinicien. On voit beaucoup de professionnels de santé qui sont en épuisement émotionnel, et notamment ceux qui sont très engagés dans l'intérêt du patient, dans lesquels on a beaucoup cultivé l'empathie, et l'empathie, ça a un coût. Et il faut mettre de l'empathie pour être dans une bonne qualité d'alliance, mais il faut aussi être dans le raisonnement et dans la précision. Et moi, ce que je veux partager, c'est vraiment développer une psychiatrie de précision au service du patient, mais également qui protège le clinicien de ne pas être trop submergé par la charge émotionnelle que le patient va transmettre.